Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, podcast spécial. On est en présence d'un maître, donc d'un avocat, qui va pouvoir répondre à des questions juridiques, surtout pour vos investissements. Donc on va brasser plusieurs domaines dans l'immobilier. On va parler un peu des entrepreneurs, comment se protéger, comment se défendre, quelles sont les bonnes pratiques juridiques en immobilier. Peut-être on va parler un peu de bail. Il y a plein de questions qui ont été posées par la communauté et aujourd'hui, on se retrouve un peu dans un cadre spécial. On est en pleine immersion du club et tu nous as fait une super présentation. Tu nous as dit sur quel point il faut faire attention, les accès à la profession, sur quel site on peut vérifier certaines choses, sur les sociétés et les entrepreneurs. Enfin, tu as donné beaucoup de contenu pendant 1 heure pour nos clients et on va essayer de vous partager un petit bribe de tout ça. Vinciane, merci d'être là. Comment ça va? Ça va? Tu te sens bien? Ça va, Maïri, ouais, Ouais. l'énergie est là. L'énergie est là, l'énergie d'immersion. Donc, c'est ta deuxième immersion, c'est ça? La 4e, je pense. 4e immersion Ouais. déjà, ok, Ouais, sachant ouais. que Vinciane est aussi membre du club. Tout à fait. Donc, je pense que tu aimes bien, si c'est la 4e fois, tu aimes bien les événements. Et c'est vrai qu'on en ressort avec une belle énergie qu'on va essayer, les amis, de vous transmettre aujourd'hui. Donc, grosse mission et podcast vraiment spécial. Pour commencer, est-ce que tu peux déjà te présenter, alors que ce soit pro ou en investissement, comme tu veux? Oui, donc je suis au niveau professionnel, je suis avocate depuis maintenant une quinzaine d'années, spécialisée en construction immobilier et droit du travail. Et donc, comme je suis passionnée par l'immobilier, j'ai eu envie de mieux comprendre mes clients investisseurs et de moi-même faire partie d'un club d'investisseurs et investir. Et donc, j'ai, grâce à l'accompagnement du club, acheté jusqu'à aujourd'hui une colocation et un gîte. Et ça me permet de vivre vraiment sur le terrain et pas justement uniquement de manière juridique les différents challenges auxquels sont confrontés les investisseurs et de pouvoir mettre aussi en application toutes mes connaissances vis-à-vis des entrepreneurs pour les travaux que j'ai réalisés dans les différents biens et puis vis-à-vis des contrats à conclure avec les locataires, etc. Ok, super. Alors, c'est vraiment intéressant parce que tu utilises tes investissements un peu comme situation réelle par rapport à tes dossiers juridiques. Et en tant qu'avocat, est-ce que tout ton background avocat t'a aidé ou a contribué à tes investissements, dans le sens, est-ce que tu sais, ça je dois faire, ça je dois pas faire, ça c'est évident, il faut faire attention à telle chose. Tu vois, est-ce que les expériences que tu as dû défendre t'ont servi à éviter certaines erreurs dans tes invests? Alors, concrètement, oui, mais il a d'abord fallu lever un gros blocage puisque vu que je suis confrontée tout le temps à tout ce qui ne va pas, j'avais pas le mindset pour me dire d'investir. Justement, j'avais peur de tomber sur un entrepreneur qui allait flinguer mon projet, sur des locataires qui allaient pas payer parce que c'est ce que je vis au quotidien. Et donc, je crois qu'il m'a fallu 1 an dans le club avant de lever ce blocage-là, qui était donc plus un blocage psychologique. Et évidemment, après, oui, je sais à quoi je dois faire attention. Et donc, ça m'aide énormément pour mes propres investissements de savoir tous les petits points auxquels il faut faire attention pour pas que, justement, le projet dégénère. Ouais. Et donc, du coup, mes projets ont roulé tout seuls. Ok, super, nickel. Bravo à toi, alors, déjà pour tes invests. Tant qu'on est dans le show, on va battre le fer. Tout ce qui est entrepreneur, travaux, est-ce que globalement, tu as des conseils globaux sur le choix des entrepreneurs, ou peut-être à quoi faire attention quand on choisit un entrepreneur? Qu'est-ce que la personne qui nous regarde pourrait avoir comme réflexe, on va dire, lorsqu'il choisit son entrepreneur? Ça peut être au niveau juridique ou même général. Ouais. Alors, quand on veut choisir un entrepreneur pour ses travaux, le réflexe, je pense, de la plupart des gens, c'est de faire selon le bouche à oreille. Mon voisin, mon cousin a fait des travaux, donc je prends le même entrepreneur. Un chantier peut très bien se passer et un autre pas se passer de la même manière parce que l'entrepreneur est plus spécialisé dans une matière ou une autre. Donc, il y a quand même des points d'attention qu'il faut avoir. Donc, moi, je conseillerais toujours d'aller voir à la banque Carrefour des entreprises avec le numéro de BCE, de TVA de l'entrepreneur. Si ce dernier possède bien tous les accès à la profession, donc à Bruxelles, en Wallonie, il y a les accès qui sont nécessaires pour effectuer certains travaux.
travaux de carrelage, de toiture, de démolition, etc. Vérifier si l'entrepreneur les possède bien. Vérifier également à la Banque Carrefour des entreprises si l'entrepreneur ou la société est en activité depuis quand même un certain nombre d'années, ce qui assure quand même qu'il a une certaine solidité et stabilité financière. Via la BCE, on peut aussi avoir accès au compte annuel de l'entrepreneur, ce qui est évidemment quand il est en société, ce qui est toujours intéressant aussi pour voir s'il a aussi une certaine stabilité. Et alors, il y a un autre site qui est très intéressant aussi, qui est le site Check Obligations de retenue, qui permet de voir si l'entrepreneur a des dettes sociales, fiscales ou vis-à-vis de l'INASTI. Ça va rentrer en vigueur au 1er janvier 2026. Et donc, voilà, on voit déjà aussi où on est un petit peu l'entrepreneur. Donc ça, ce sont des éléments pour les éléments plus techniques. Et puis, évidemment, discuter avec l'entrepreneur, demander d'aller voir des réalisations qu'il a effectuées sur d'autres chantiers, s'il fait travaux lui-même ou s'il passe par des sous-traitants. Voilà, communiquer un maximum sur le projet avec l'entrepreneur. Le feeling est important aussi. Il faut avoir une bonne communication, une bonne entente avec son entrepreneur pour que ça puisse bien se passer. Ok, et quand on reçoit un devis d'entrepreneur, donc souvent il y a des conditions générales, les petites écritures au verso. Est-ce que c'est suffisant pour toi? Est-ce que tu recommanderais déjà peut-être de faire relire ces conditions générales avec un avocat? Est-ce que c'est suffisant ou tu conseilles d'avoir un contrat annexé ou supplémentaire? C'est quoi un peu la bonne pratique? Soit on conclut un contrat d'entreprise avec l'entrepreneur, ça se fait souvent quand c'est un très gros chantier et qu'il y a un architecte. Alors l'architecte souvent va rédiger le contrat d'entreprise et comme c'est l'architecte du maître d'ouvrage, généralement le contrat d'entreprise sera quand même favorable au maître d'ouvrage, donc ça c'est plus facile. Si on est dans le cas d'un chantier où il n'y a pas d'architecte, dans ce cas-là, soit effectivement l'entrepreneur a un contrat lui-même ou il a des conditions générales, donc toujours bien les relire et les faire relire par un avocat si on a le moindre doute. Il faut savoir que les conditions générales, on peut les modifier, donc c'est de la négociation avec l'entrepreneur. Ce qui se passe aussi très souvent, c'est que l'entrepreneur il remet juste un devis et il n'y a pas de conditions générales et donc le devis c'est juste un accord sur le prix et parfois les travaux ne sont même pas super bien définis. Donc c'est très important de définir au maximum les travaux qu'on veut que l'entrepreneur effectue Détailler, et détailler chaque poste Okay. parce que ça permettra de voir aussi si les postes sont correctement réalisés, à combien est évalué chaque poste, donc pas avoir juste un prix pour la globalité des travaux mais vraiment pour chacun des points. Et alors, s'il y a au moins un élément qui doit être mis dans le devis, c'est le délai dans lequel les travaux doivent être effectués et les indemnités si jamais ce délai n'est pas respecté. Parce que bien souvent, surtout quand on est investisseur, on a un projet, je ne sais pas, une colocation qui doit être prêt absolument pour la rentrée. Si on loupe la rentrée, on a souvent perdu 1 an. Et donc, c'est vraiment un délai qui est très important. Pareil, si on veut ouvrir un Airbnb et qu'on est proche de l'été, ce serait bien qu'il soit ouvert avant l'été. Et donc, si le timing est quelque chose d'important, il faut le mentionner dans le contrat, parce que bien souvent, on le dit oralement, mais après, on n'a pas de preuve si jamais l'entrepreneur ne respecte pas le délai. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire des exemples de, peut-être pas les clauses exactes, mais qu'est-ce qu'on peut ajouter dans le contrat, des pénalités, des indemnités, dans quelles circonstances, par exemple? Oui, alors dans le contrat, par rapport au délai, indiquer dans quel délai les travaux doivent être effectués, quelles sont les conditions qui permettent de suspendre le délai, par exemple en cas d'intempéries, si ce sont des travaux à l'extérieur, ou du gros œuvre ou de la toiture. Quelles sont les indemnités si l'entrepreneur a du retard. Ça, c'est pour le délai. On peut également prévoir les modalités de communication si quelque chose ne se passe pas bien. Par exemple, si pendant 15 jours vous n'êtes plus sur le chantier, je vous envoie un courrier de mise en demeure en vous laissant une semaine pour reprendre le chantier. Si vous ne le faites pas, je vous renvoie un courrier en disant je vais vous remplacer, je vais prendre un autre entrepreneur. Okay. Ça, si je peux me permettre, c'est une clause assez forte, je trouve, parce que souvent sur un chantier, on va dire sur 6 mois, mais les entrepreneurs ne seront pas là tous les jours. Il y a peut-être des moments d'attente que le matériel arrive, des phases de démolition. Il y a peut-être un jour, il y aura juste un électricien. Tu vois, ou je sais pas, ou c'est... Juste un électricien, c'est quelqu'un qui avance sur le chantier. Ouais. Ici, c'est vraiment si le chantier est abandonné sans raison. Si l'entrepreneur ne vient plus parce qu'il est allé sur un autre chantier qui l'intéresse plus, où il y a de l'argent à retirer, par exemple, que vous avez un peu trop payé et que du coup, lui, il n'est plus trop intéressé d'avancer chez vous. Okay. Maintenant, évidemment, si on attend des matériaux, il ne sait pas travailler, ça semble logique. Il ne faut pas le pénaliser pour ça. Ok, c'est ça. C'est plus une manière de se protéger, nous, en tant qu'investisseur, pour faire en sorte qu'il y ait toujours des jobs et que le chantier avance. Voilà, ok, super. Donc pas mal de choses, de clauses, donc contrat, devis, conditions générales, faire appel à un avocat pour relire.
On va changer un peu de sujet, hein. Sinon, les gens de l'immersion ont une présentation d'1 heure et demie, donc beaucoup de contenu. On va parler un peu plus de l'immobilier de manière générale. Est-ce qu'il y a... Alors, j'ai une question ici que je vais prendre directement de la communauté. Si j'opte pour un forfait pour charges, toutes comprises avec mes locataires, on va dire dans le cas d'une colocation par exemple, ou même locataire classique, au lieu des provisions de charges, quelles sont les possibilités de modifier le montant demandé en cas de dépassement? Mais il n'y a pas vraiment. Donc, soit on demande les charges réelles et alors on doit faire des décomptes et il faut que l'immeuble le permette, hein, parce que ce n'est pas toujours le cas. S'il n'y a qu'une chaudière, par exemple, pour tout l'immeuble, il faut des décompteurs sur les radiateurs. Ou alors on fait un forfait et malheureusement on est limité par ce forfait. Et l'année d'après, il faut adapter le forfait si on s'est rendu compte qu'on n'a pas compté assez. Donc, il faut attendre l'anniversaire? Il faut attendre le renouvellement du contrat et la renégociation du contrat. contrat. Souvent, ce sont des contrats de 12 mois, les contrats de coloc. Ah oui, c'est ça, ok. Et si on part sur une longue durée, il faut négocier avec le locataire, parce qu'admettons, on a fait des forfaits 100 € et le prix de l'énergie, il a complètement doublé, donc on ne s'y retrouve pas. On peut invoquer des circonstances exceptionnelles qui font qu'effectivement le contrat n'est plus valable dans les conditions où on l'avait conclu initialement. Et demander d'augmenter les charges, mais ça doit se négocier avec le locataire. Ok, ça va. Mais dans les locations classiques, c'est rare qu'on soit sur des forfaits. En général, c'est des provisions. Ouais, c'est vrai. Moi, je fais forfait parce que dans les colocations, ouais. Parce que j'ai la flemme de faire dans des les décomptes colocations, et tout parce que ça. c'est difficile de faire des décomptes, notamment pour l'eau, l'électricité, le gaz Il y en a et un qui le chauffage. parle le 1er septembre, il y en a un qui parle le 1er décembre. Oui, voilà. Mais dans les locations classiques, c'est souvent des provisions. Et d'ailleurs, c'est souvent aussi le locataire qui prend lui-même les contrats avec les fournisseurs dans une location classique, hein. Donc la question est moins pertinente. Yes. Alors, autre question, est-ce que l'acheteur d'un bien peut demander à payer les frais d'agence du vendeur, ainsi faire une différence entre le prix du bien et les frais d'agence et éviter de payer les frais de notaire sur la totalité du montant? Oui, tout peut se négocier. Ouais, ça se fait aussi. Négocier. Ok, comme ça, il paie moins de droits d'enregistrement, mais bon, il doit avancer les liquidités, quoi. Oui, ça ne peut pas rentrer du coup dans le... Je ne pense pas que les banques financent les commissions des agents immobiliers, effectivement. Ok. Alors, si je suis vendeur, est-ce que je peux proposer à l'acheteur de prendre en charge des frais d'agence pour qu'il ait moins de frais de notaire? Oui, tout à fait. D'ailleurs, je pense qu'il y a des agences immobilières qui travaillent comme ça, justement, à la commission payée par l'acheteur et s'amusent sur leur publicité. Ok, c'est ça. Ouais, comme ça, le vendeur, il a le montant net. Voilà. Il a le montant net. Il sait exactement ce qu'il va toucher. Au lieu d'intégrer la commission dans le prix de vente de l'habitation et donc que ce soit soumis à droit d'enregistrement, les deux sont séparés. Yes. Alors, question, comment forcer la copropriété à faire des travaux conformité pompier? Est-ce qu'il y a un moyen de pression ou Alors, un copropriétaire qui peut toujours demander à mettre à l'ordre du jour d'une assemblée générale d'une copropriété un point qu'il estime important. Il y a des majorités à respecter, donc il faut qu'il y ait un certain nombre de copropriétaires qui fassent une demande. Et donc, si le nombre de copropriétaires, en fait, ce n'est pas le nombre de copropriétaires, c'est le nombre de millièmes qui représente dans la copropriété, est suffisant pour pouvoir demander de mettre ce point à l'ordre du jour, il est mis à l'ordre du jour. Et alors, ça doit être débattu et c'est voté en assemblée générale. Ok, toujours. Et si l'assemblée n'est pas favorable aux normes pompiers, est-ce qu'on peut aller au juge de paix? Alors, les normes pompiers, ce sont des normes obligatoires. Donc, une copropriété ne pourrait pas voter de ne pas mettre en conformité un immeuble. Et donc là, effectivement, un copropriétaire ou le syndic peut aller devant le juge de paix pour demander que le juge impose les travaux. Ah oui, c'est ça, ok. Donc, on fait une réclamation auprès du juge de paix, quoi. Ok. Ouais, ça, c'est intéressant parce que moi, je crée pas mal de copropriétés. Et j'imagine si des propriétaires ne sont pas d'accord entre eux, alors ce sera juge de paix et la loi qui va trancher, quoi. Ok. Peut-on se retourner contre un promoteur ou un vendeur s'il n'a pas respecté les prescriptions de l'urbanisme pour un bien neuf? Donc quelqu'un fait une construction, j'invente par exemple une histoire, c'est prévu que ce soit un appartement 3 chambres avec un certain agencement. Dans les faits, dans la réalité, le promoteur a pris d'autres dispositions, il en a fait, je sais pas, un appartement 2 chambres, mais un plus grand living par exemple. Est-ce qu'il y a moyen de se retourner? Oui, contre le promoteur et je dirais même aussi contre son notaire.
parce que le notaire est quand même censé vérifier aussi ce qu'on achète. Et le promoteur est considéré comme un professionnel de l'immobilier, donc il est présumé être de mauvaise foi et savoir que ce qu'il a vendu ou construit n'est pas conforme. Et donc effectivement, on peut se retourner contre lui pour qu'il, alors soit en demandant une diminution de prix du bien, soit en demandant qu'il paye la mise en conformité en fait. Ah ouais, ok, pas mal. Et donc ça c'est... Ou annuler la vente si c'est vraiment une infraction très grave et qu'on ne s'est pas régularisé, on peut aussi demander l'annulation de la vente. On peut annuler la vente après avoir signé les actes? Oui, c'est possible. Oui. Et comment ça se passe du coup? Procédure judiciaire en général. Procédure judiciaire, mais vu qu'on est sur le papier propriétaire, on peut retirer un acte ou... Oui, un juge peut annuler un acte et faire comme s'il n'avait jamais existé. Oh, c'est incroyable ça. C'est-à-dire, et du coup, l'argent revient à la banque, enfin... Oui, il y a un crédit dans l'autre hypothécaire. sens, donc c'est pas évident. Ouais, c'est comique. Non, justement, c'est pas comique, mais moi je pensais dès que tu signes l'acte, c'est authentifié, c'est gravé dans le marbre, mais bon, s'il y a un gros défaut, ça peut sauter, quoi. Ok. Alors, dans le cas d'une colocation où les colocataires se domicilient dans le bien, quel type de bail est-il conseillé? Un bail de colocation, résidence principale, s'ils sont domiciliés dedans. C'est ça. Et donc, dès qu'il y en a un qui veut se domicilier, il faut que ce soit résidence principale. C'est ça. Et donc, résidence principale, c'est toute une législation. C'est régional ou c'est... C'est régional, le droit du bail. Ouais. Ok, droit du bail. Donc, le résidence principale en Wallonie, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes droits. Il y a des modèles sur le site de la région Wallonne, il y a des modèles sous les contrats de baux qui existent et la région Wallonne explique dans quel cas il faut prendre quel contrat. Ok, bah c'est super intéressant parce qu'on a beaucoup de Bruxellois qui investissent en Wallonie et des fois, si vous n'êtes pas formé, probablement, vous allez utiliser un bail si vous avez déjà acheté à Bruxelles, résidence principale adaptée pour la Wallonie, mais c'est pas du tout ça qu'il faut faire, quoi. Repartir from scratch. Ok, super. Dans le cas d'une sous-location d'un bien, maison unifamiliale 4 chambres, pour en faire une colocation, lequel est conseillé et pourquoi? Le même bail? C'est un même bail? Que ce soit de la sous-location, ça change rien. C'est la même chose, ça change rien. Ok. Alors, on va parler des sujets un peu qui fâchent, mais je sais qu'en Belgique, on protège beaucoup les locataires. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, moi, je fais beaucoup d'options. Les gens, souvent, ils veulent vivre dans les logements. Donc, quelles sont un peu les lois si on veut faire partir un locataire? Je sais qu'il y a les 6 mois, il y a peut-être des 3 mois. Est-ce que tu peux nous résumer ça un peu? Donc, il y a des délais dans lesquels on peut mettre dehors un locataire. Donc, s'il arrive à la fin de son contrat, en général, c'est un contrat de 3 ans. Avec le préavis, on peut y mettre fin. Après, on peut mettre fin aussi dans des circonstances exceptionnelles, notamment si on veut faire des gros travaux ou pour occupation personnelle. Là, c'est 6 mois de délai. Mais il faut alors vraiment habiter dans le bien ou faire réellement de gros travaux. Si on ne le fait pas, le locataire on peut attaquer le propriétaire le bailleur pour démontrer qu'en fait il l'a mis dehors et qu'il n'a pas respecté les conditions. On a quand même l'honneur, les amis, d'avoir une avocate avec nous. Donc il y a la loi. Oui. Lui, il est censé ignorer la loi. Il y a aussi la théorie, donc les baux qu'on signe, il y a la loi, etc. Mais il y a aussi la pratique. Je ne sais pas, est-ce que tu as une histoire qui montre que parfois c'est plus intéressant d'essayer de trouver un arrangement amiable avec une personne que de se lancer dans des procédures judiciaires, que ce soit expulsion, que ce soit des problèmes de vente, etc. Je ne sais pas si tu as des anecdotes par rapport à ça ou des gens qui ont engagé des procédures judiciaires et au final ils ont trouvé un arrangement amiable. J'imagine que tu as ça dans... Oui, ça arrive fréquemment. En fait, bien souvent, au début, les gens sont persuadés d'avoir raison et donc ils vont d'abord en procédure. Ils sont énervés, ils sont remontés, on va en procédure, on attaque l'autre, on veut en découdre. Et puis on se rend compte malheureusement qu'en droit de la construction, bien souvent, on doit désigner un expert judiciaire. Et ce sont des procédures qui sont très longues, très coûteuses, très énergivores. Et donc la pression retombe un petit peu au fil des mois et des années. Et donc là, parfois, les gens sont mûrs pour plutôt essayer de trouver une résolution alternative du conflit. Et par exemple, faire une médiation ou une négociation classique. Et essayer de trouver une solution innovante et qui trouve eux-mêmes en fait, pour leur dossier. Plutôt que de se soumettre à un juge, parce que quand on va au tribunal, bien souvent, il y en a un des deux qui est content et l'autre pas, et donc il y a un risque d'aller en appel. Et pendant tout ce temps-là, parfois le chantier il est arrêté, on ne sait pas avancer, son projet n'aboutit pas, et c'est parfois malheureusement catastrophique pour l'entrepreneur, enfin pour l'investisseur.
Et donc trouver une solution, négocier. Moi, je dis toujours, il vaut mieux parfois un mauvais arrangement qu'un bon jugement qui va arriver des années après et où financièrement, on aura quand même perdu de l'argent. Donc, il faut toujours veiller à l'équilibre financier. Moi, quand un dossier arrive, je dis, bon, voilà, quelles sont vos priorités? Est-ce que s'il y a urgence, que le crédit bancaire il court, que vous devez rembourser la banque tous les mois et que vous n'arrivez pas à mettre en location parce qu'il y a un conflit, on va se dépêcher. On ne va pas faire un procès qui va durer 3 ans, où vous allez quand même payer la banque et vous risquez vous-même de vous mettre en difficulté ou de retarder d'autres projets. L'urgence, c'est que ça avance, donc peut-être qu'on va demander un peu moins, négocier pour avoir un peu moins que ce que vous auriez peut-être eu droit devant le tribunal, mais au moins on avance. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir aussi la casquette d'investisseur immobilier parce qu'on comprend cette urgence-là. Que peut-être un avocat classique se dirait oui, ben moi je veux montrer qu'on a raison, on va aller dans le juge et on va gagner de l'argent. Oui, mais en demandant un peu moins, on gagne du temps et le temps pour un investisseur, c'est aussi de l'argent. Par rapport à la justice en Belgique, peut-être pour que les gens soient un peu au courant, en termes de délai, ça se passe, c'est quoi un peu les délais? On fait une mise en demeure, il y a un jugement, ça prend combien de délais? Je sais que c'est très général, mais qu'on ait un peu une idée, si quelqu'un a un problème, il veut aller en appel, ça prend combien de temps un peu Ça tout ça? dépend évidemment des matières, des tribunaux. Par exemple, à Bruxelles, c'est beaucoup plus lent parce qu'il y a beaucoup plus d'affaires. En Wallonie, ça va encore, ça dépend des endroits. En appel, ça va en général plus vite qu'en première instance. Mais ça dépend très fort des matières. Si on va devant le juge de paix parce qu'on a un conflit de voisinage ou parce qu'on veut expulser un locataire ou un locataire qui ne paye pas, ça peut être réglé en 3-4 mois. Si c'est un problème avec un entrepreneur où il faut une expertise, ça peut durer 2-3 ans. Ok. Donc, Je ne sais pas si tu peux dire ça, mais est-ce qu'il y a des juges qui sont un peu plus, qui protègent plus les locataires? Il y a des zones où il y a des juges qui protègent plus les locataires, sans forcément peut-être désigner les régions, les provinces. Mais de manière générale, la loi est faite pour protéger la partie faible, et donc dans un contrat de bail, c'est le locataire. Donc souvent, le juge de paix va être pro-locataire. D'accord. Et dans le cas où c'est un vendeur et un acheteur? L'acheteur consommateur est protégé. Et un peu plus protégé de Oui, manière le générale. consommateur. Ok. Oui. Et comment est désigné quel est le tribunal qui est, comment on dit, le tribunal Compétent. Ouais, quel est le tribunal compétent? Comment il est désigné dans un conflit? C'est la localisation? Ça dépend de la matière. Donc quand c'est en immobilier, c'est souvent le lieu où se situe le bien. Ok. Ou bien en fonction des conditions générales de l'entrepreneur, s'il a mis que voilà, lui il a son siège social à Liège, que c'est à l'adresse de son siège social, ça dépend un petit peu s'il y a une clause ou pas particulière. Ok. Donc ça, c'est des clauses où ils disent, en cas de problème, le tribunal compétent On sera tel tribunal. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans tous les Oh, contrats. c'est mauvais signe. Moi, je vois ça, c'est red flag. Il anticipe déjà. Parce que si c'est le beau-frère, le juge et le beau-frère du gars, c'est biaisé. Logiquement, on ne peut pas Logiquement, on juger peut sa pas, famille. oui, bien sûr. Mais non, mais c'est simplement... Moi, par exemple, tous les contrats que je rédige pour mes clients, qui ont leur siège dans l'entité, donc moi je suis avocate à Charleroi, je vais mettre que c'est le tribunal de Charleroi parce que j'ai pas envie de me taper au stand pour aller défendre et puis parce qu'il y a la barrière de la langue et parce que de toute façon le client, voilà, il a toute son activité là, donc ça n'a aucun sens d'aller mettre un autre siège. Merci Vinciane pour la réponse à tes questions. Donc c'est un sujet, il y a plein de choses à discuter. Je pense qu'aussi chaque cas est spécifique, chaque situation est spécifique. Et donc je vous invite, si malheureusement il y a des mauvaises choses qui arrivent dans l'immobilier, ça fait partie du jeu, hein, pas tout est beau, pas tout est rose, à contacter un avocat, notamment Vinciane Lafontaine, donc qui travaille du côté de Charleroi, et on va vous mettre les coordonnées en dessous de la vidéo. Ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est qu'un avocat, il ne faut pas que venir le voir quand il y a un problème. Il y a un dicton qui dit qu'un avocat, il vaut mieux venir le voir avant pour éviter les ennuis après. Donc n'hésitez pas, si vous avez le moindre doute, à faire relire par un avocat vos contrats, les clauses que vous propose l'entrepreneur, l'architecte, avant d'avoir un conflit. Ça permet quand même de décanter pas mal de problèmes. Les amis, on se retrouve dans une autre vidéo. À bientôt. Chaud patate pour investir. Ciao.